Bonsoir à tous qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toutes ses passions et ceci chaque jour. Et nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir dans notre jardin, sur cette terrasse qui est délicatement, soigneusement, amoureusement, je dirais, entretenue par ma petite jardinière Nicole, qui réalise également toutes les vidéos de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons à la maison pour le numéro 234 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui vous est laissée à libre disposition pendant au moins 24 heures et très souvent beaucoup plus. Mais si vous voulez avoir toute la collection, et ceci en permanence, eh bien n'hésitez surtout pas à nous rejoindre en devenant membre de News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, je vous le rappelle, il consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Continuez à les envoyer, soit sur la chaîne YouTube, soit sur notre site internet www.newsjardintv.com, ou même, bien sûr, chaque fois que vous avez besoin de nous envoyer des photos, sur le mail contact@newsjardintv.com. Et c'est avec Nicole que nous choisissons vos questions. Et pour ce soir, ça sera celle de Kamel de Reims qui nous dit « Je vois en ce moment dans les haies de mes voisins se développer de grandes plantes grimpantes avec des fleurs blanches qui me semblent pousser de façon naturelle. Pouvez-vous me dire ce que c'est et si ces plantes sont toxiques ?» Mon cher Kamel, vous ne nous avez pas envoyé de photos. Et donc, c'est difficile d'être sûr à 100% de la réponse, parce que par exemple, il pourrait s'agir d'une renouée, la renouée du Turkestan, Fallopia balchwanica, ou la renouée d'Aubert, Fallopia aubertii, qui sont des plantes exubérantes, envahissantes, et qui ressemblent un peu à la description, parce qu'elles fleurissent blanc en ce moment. En revanche, ce ne sont pas des plantes indigènes. Alors, nous allons pencher plutôt pour la clématite des haies, plante qui porte de très nombreux noms vernaculaires. On l'appelle aubavie, aubervigne, barbe de chèvre, barbe du vieil homme, berceau de la Vierge, bois de lune, cheveux de la bonne dame, clématite brûlante, clématite vigne blanche, corde à lessive, cranquillier, joie du voyageur Saint-Bois, vigne de Salomon, vionne des pauvres, virgouen, viseau, vouaille. Vous vous rendez compte, c'est énorme, mais c'est pas tout. Parce qu'on l'appelle aussi herbe au gueux. Tout simplement parce que les mendiants de la cour des miracles, au Moyen-Âge, se frottaient le visage et les mains avec les tiges et les feuilles très irritantes de la clématite des haies. Et ceci pour provoquer volontairement des ulcères de façon à apitoyer les passants. Et effectivement, parce que la clématite des haies contient de la protoanémonine qui est une lactone aux effets rubéfiants, ça veut dire que ça provoque des rougeurs, et vésicants. Ça vous fait des pustules sur la peau. Et parmi les autres noms que l'on peut aussi donner de façon vernaculaire à la clématite des haies, figure bois de pipe, bois fumant ou bois à fumer. Eh bien, ça vient du fait que autrefois dans les campagnes, les plus grosses tiges étaient séchées, découpées en tronçons par les adolescents, en fait, qui les fumaient en cachette. Et pour les botanistes, la clématite des haies est l'un des quelques 488 taxons officialisé dans le genre Clématis par la nomenclature botanique internationale. Et ce genre Clématis, oui, encore une fois, il nous vient de M. Carl von Linné en 1753. Et la plante fait partie de la famille des renonculacées, dans laquelle on compte beaucoup de plantes intéressantes. Bien sûr les renoncules, mais aussi la conite, les anémones, l'encolie, le delphinium, les lébores. Quant au nom clématite, il vient du grec kléma, qui désignait tout simplement une plante volubile. Et notre clématite des haies, c'est Clématis vitalba, décrite et nommée en 1753 par Linné, évidemment, qui a choisi pour nom d'espèce d'associer deux mots latins, vitis qui est la vigne et alba qui est blanc, ce que l'on retrouve dans le nom populaire de clématite vigne blanche. Cette plante pousse naturellement dans les forêts claires, les buissons, les lisières, les haies, plutôt dans des terrains calcaires, humides, riches en éléments nutritifs. C'est pourquoi on la voit souvent arriver dans les jardins. Clématis vitalba est un arbuste grimpant
qui développe de vigoureuses tiges volubiles, rugueuses, ramifiées, qui peuvent atteindre entre 3 et 5 mètres de long. Elle porte des feuilles caduques, opposées, composées, avec un nombre impair de folioles entre 5 et 9, on dit imparipennées, et dont les pétioles vont se comporter comme des vrilles, ce qui permet à la plante de s'accrocher toute seule. Et puis de juin à août, on va assister à la floraison. Il y a une abondance de fleurs parfumées, blanc crème, parfois blanc verdâtre, avec des sépales duveteux qui ressemblent d'ailleurs à des pétales, on peut les confondre. Et la floraison apparaissant à l'extrémité des rameaux de l'année, sachez que vous allez pouvoir tailler chaque année sévèrement en fin d'hiver Clematis vitalba. Après les fleurs, arrivent des fruits. Ce sont des akènes pourvus de longs appendices soyeux qui donnent un aspect vraiment vaporeux à la plante. C'est très décoratif, c'est léger, c'est gracieux. Surtout en plus qu'il reste présent sur la plante pendant tout l'hiver. Et il suffit qu'il y ait une journée de givre par exemple pour transformer ces akènes en véritables petits bijoux qui scintillent. C'est magnifique. Et sachez aussi que les tiges de Clematis vitalba ont été utilisées jadis pour faire des cordes et notamment pour lier les gerbes de blé. Tout simplement parce que les souris ne les rongent pas. Elles savent que la plante est toxique. Et puis on a aussi tissé ces tiges quand même solides mais souples pour faire des paniers. Comme beaucoup de plantes, Clematis vitalba sert de nourriture aux chenilles de divers papillons, mais vous avez certaines espèces qui sont particulièrement dépendantes de la plante, surtout des papillons de nuit, notamment la phalène printanière, la larentie de la clématite et le pitessie de la clématite. En raison de son système de dissémination très efficace, chaque plante étant capable de produire plus de 100 000 graines qui sont transportées par le vent, et puis aussi de la vitalité elle-même de la plante, elle pousse beaucoup plus vite que le lierre par exemple. Et puis son comportement grimpant, Clematis vitalba est devenue une plante considérée comme envahissante, parce qu'elle peut étouffer facilement des jeunes plantations. Et sachez qu'elle peut aussi se multiplier très facilement par fragmentation des racines. Ça se bouture comme du chien-dent. Donc attention quand vous faites des façons culturales. Et du coup, la plante est considérée comme une peste végétale dans certains pays, notamment en Nouvelle-Zélande et aussi en Amérique du Nord. Sachez que l'on rencontre aussi en France 3 autres espèces de clématites que je vais vous présenter très rapidement. Clematis famula, nommée aussi par Linné en 1753, on l'appelle la clématite brûlante, la clématite odorante, la clématite poivrée ou même la flamette. C'est une grimpante aux tiges volubiles qui mesure entre 2 et 5 mètres de long. Elle est facilement confondue avec la clématite DM. Mais les tiges de la flamette sont plus grêles et ses étamines moins nombreuses. C'est une plante qui est originaire des régions méditerranéennes, mais elle s'est largement naturalisée en Île-de-France et sur la côte ouest de l'Hexagone, c'est-à-dire de la Normandie jusque pratiquement à l'Aquitaine. Clematis flammula est une plante décorative, elle a les mêmes propriétés irritantes que Clematis vitalba et on la cultive parfois dans les jardins, notamment à travers des cultivars comme Aromatica, qui a des fleurs bleu-violacées très parfumées, et puis Rubra marginata, dont les fleurs blanches sont bordées de rose violacé. Vous avez aussi la clématite des Alpes, qui est aussi appelée atragène. Elle a été nommée en 1768 par le jardinier botaniste britannique Philip Miller. C'est une plante que l'on va rencontrer dans l'étage subalpin, c'est-à-dire entre 1500 mètres et 2500 mètres d'altitude, dans les forêts de conifères, que ce soit les arolles, le Pinus sombra, ou les mélèzes, l'Aryx decidua, qui sont caractéristiques de la montagne. Clematis montana est une plante vivace volubile qui mesure entre 1 et 3 mètres de long, caractérisée par ses feuilles à 3 folioles, qui sont oblongues et dentées sur les bords. Sa floraison est plus précoce puisque dès avril et jusqu'en mai, elle va épanouir de jolies fleurs en clochettes pendantes, bleu-violacées à cœur blanc. Et c'est une plante qui est vraiment appréciée dans les jardins, avec aussi quelques cultivars intéressants, notamment Francis rivis, qui a des fleurs bleu-violacées plus grandes que celles de l'espèce type et qui vont nous offrir une remontée en septembre. Clematis alpina préfère les sols calcaires, bien drainés, et comme sa floraison se produit sur des rameaux de l'année précédente, ne la taillez que si c'est vraiment nécessaire, et ceci bien sûr après la floraison.
La dernière espèce indigène que je vous présente sera Clematis recta, encore une fois décrite et nommée par Linné en 1753. C'est la clématite droite, une plante herbacée qui a plutôt le port rampant. Elle mesure guère que 1,50 m, voire 2 mètres maximum, et on va la rencontrer en lisière des champs, secs et pierreux. Et elle fleurit blanc de juillet à octobre, un peu comme Clematis vitalba d'ailleurs, mais à l'embaume, littéralement. Il existe un cultivar qui s'appelle Purpurea, dont les feuilles sont pourpre foncé, et qui est une plante vraiment intéressante pour habiller un arbuste à floraison printanière, par exemple. Il faut savoir que sur Clematis recta, l'ensemble de la végétation meurt en hiver, mais elle va se renouveler à partir de la souche rhizomateuse à chaque printemps. Et puis nous terminerons cette émission par une jolie et fort judicieuse citation de l'écrivaine française Myriam Hari qui a écrit la chose suivante: « Les clématites sauvages tapissaient les pierres de leurs corolles défleuries, semblables à des araignées d'argent. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en découvrant ces clématites tout à fait indigènes de notre pays. Bon, un peu envahissantes pour certaines, c'est vrai, mais quand même très spectaculaires. Je vous remercie de poser toutes ces questions. Vous voyez comme on passe en revue des plantes très différentes de jour en jour. Et surtout, grâce à vos questions et bien sûr un peu à mes réponses, nous réalisons ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières. Et bien sûr, un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.